tant souhaité est enfin arrivé. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Et lorsqu'on persévère, on réussit. Une belle pensée africaine mise en orbite par Wentech. Et nous allons en parler dans cette édition de l'ADN de l'histoire où nous mettons en avant l'esprit de l'Afrique. Madame, Monsieur, bienvenue. Indépendance, en vertu du droit de seul à disposer des mers, De ce moment et à jamais, notre État libre et indépendant. C'est par la lutte qu'il a été conquis. La patrie ou la mort. En Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains. La femme africaine dans la technologie, thématique principale de cette édition de l'ADN de l'histoire. L'invité de cette édition de l'ADN de l'histoire est Gisèle Béatrice Sonfac. Merci de la disponibilité, bienvenue. Merci Toby, bonsoir et merci de m'avoir invité. Béatrice est la fondatrice de Wentech. Mais avant de parler de Wentech et avant justement ce séminaire de formation que vous avez tenu ici à Douala, commençons par parler de la femme, disons la femme dans la technologie. Le thème vous paraît provoquant ou alors bien placé? Oui, le thème me paraît très bien placé parce que longtemps on a cru que la technologie n'était pas pour les femmes. Mais aujourd'hui, la tendance est en train de changer. Les femmes veulent démontrer que on s'est trompé. Oui. Oui, donc je crois que le concept, en fait, le thème est bien placé. Et l'Afrique, dans ce monde, dans cette technologie, l'Afrique a sa place dans ce monde technologique parce qu'on a tendance à voir que l'Afrique est encore trop en arrière. Est-ce qu'on va rattraper le pas? Justement, nous, c'est vrai que nous sommes, on peut dire, très loin derrière les autres, mais il n'est pas tard pour s'engager dans cette voie et parvenir aux bons résultats. Donc, je crois que l'Afrique a toutes ses chances de réussir dans le domaine technologique. Et le moment est bien choisi parce que quand on parle de l'avenir, c'est l'Afrique qu'on voit. On se tourne vers l'Afrique parce que il a été démontré que chaque peuple va croît et atteint son apogée et puis chute. Donc si on regarde partant de cela, de cette observation, on va se rendre compte que les autres civilisations, ils ont grandi, ils se sont développés, ils ont atteint leur apogée. Donc maintenant, c'est le moment de la chute. Donc c'est l'Afrique maintenant qu'on attend. Si on va de cette hypothèse, l'Afrique a eu des grands royaumes et aujourd'hui, elle n'en a plus. Elle a aussi chuté. Est-ce qu'elle va donc revenir à l'ancien temps? Tout à fait, c'est un cycle. On peut dire le cycle reprend. Si l'Afrique a été premier, et qu'aujourd'hui on se retrouve là où nous sommes, ça veut dire on veut tout simplement croire qu'il s'agit d'un cycle et que le cycle est en train de vouloir reprendre. Ok, d'accord. La femme africaine dans la technologie, thématique de cette édition de l'ADN de l'histoire où nous mettons en avant l'esprit de l'Afrique. Et en parlant précisément de l'esprit de l'Afrique, on se rappelle, vous êtes également lauréate, il faut que notre téléspectateur le sache également, lauréate de, enfin vous nous expliquez un peu, lauréate de quoi? Parce qu'on l'a suivi mais on n'a pas bien compris, il s'agissait de quoi? Oui, lauréate de Tech Women, l'organisation Tech Women. En fait, Tech Women, c'est une initiative, c'est une organisation internationale à l'initiative du département d'État américain qui vise à promouvoir les femmes qui font les sciences de l'ingénieur dans le monde. Donc, chaque année, ce concours-là est lancé et puis on sélectionne un certain nombre qui se rendent aux États-Unis, plus précisément à la Silicon Valley. Pour travailler à la fin, il y a des projets qui sont présentés et on sélectionne, je crois, 5 projets sur 21. Et les 5 premiers projets sont en partie financés par les États-Unis. Donc, si on dit je suis lauréate de Tech Women, c'est lauréate dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et le Cameroun, à ce que nous avons vu à la télévision également, a eu 5 lauréats, c'est ça? Tout à fait. Pour l'édition 2016, le Cameroun a
en fait, il y a eu une équipe de 5 filles camerounaises qui ont participé à Tech Women. Donc, il y a eu au départ 2300 candidates dans le monde. On a sélectionné 90. Et parmi les 90, il y avait 5 Camerounaises. Donc, moi. Ok, d'accord. Et les projets, bon, ces 5 Camerounaises, les projets sont différents ou, je ne sais pas, chaque projet est unique, chacun son projet à lui? Non, ce ne sont pas des projets individuels. Les projets, ce n'est pas pays. Donc, les ressortissants d'un pays vont travailler sur un projet et ils vont présenter. C'est un projet commun. On va présenter et puis on va défendre son projet. Et à la fin, puisqu'il y a des jurys, à la fin, on va voir et le jury va statuer sur qui a réussi. Voilà. Et c'est par ordre de mérite aussi. Oui. Et pour rappeler, le Cameroun a eu le premier prix, donc le Cameroun était premier. Ça veut dire que nous avons des femmes intelligentes au Cameroun. Tout à fait. Ok, d'accord. Et puisque vous avez donc participé à ce concours, c'est-à-dire Tech Women, il s'agissait de quoi? Qu'est-ce qu'on faisait là-bas? C'est à la Silicon Valley, c'est ça? Qu'est-ce qu'on faisait là-bas? Nous savons que la Silicon Valley, c'est le berceau de la créativité. Donc, plus précisément, quand on arrive à la Silicon Valley, chaque participant est, c'est-à-dire, on l'affecte dans une entreprise, une ou plusieurs entreprises autres selon son background. Et là, elle va apprendre à travailler, c'est-à-dire en entreprise, apprendre comment est-ce que les Américains travaillent, comment est-ce que... essayer de comprendre l'esprit de travail des Américains. Et à l'entreprise, on l'intègre comme personnel de l'entreprise. Donc, elle a aussi l'obligation du résultat. Elle participe aux réunions, elle fait tout ce qu'un employé peut faire. Oui, doit faire. Donc, ça permet aussi de comprendre, puisque après le travail en entreprise, il y a des workshops qui sont organisés, des séminaires de formation qui sont organisés. Et puis, ces séminaires ont pour objectif de former ces femmes-là sur l'entrepreneuriat, le leadership, et ainsi de suite. Donc, au sorti de là, on est nanti de beaucoup de choses, on acquiert beaucoup d'informations à la fois parce que le plus souvent, si on revient dans notre contexte, on va se rendre compte que quand nous sortons de l'école, on a dans nos têtes, on va chercher le travail. Or, les Américains, quand ils sortent de l'école, ils ont en tête de créer le travail. On veut créer l'emploi. On ne veut pas aller chercher l'emploi, mais on veut créer. Et là, on comprend qu'en réalité, la créativité, créer, c'est pas quelque chose, c'est pas réservé à certains. Il suffit juste d'avoir une vision et puis on vous montre comment est-ce que vous pouvez partir d'une vision pour, ça dit, implémenter, réaliser quelque chose de grand. C'est un peu ça. Ok, d'accord. Et en tant qu'Africaine, et vous particulièrement, quand vous étiez là-bas, vous n'avez pas eu peur du style je suis africain, est-ce que les Blancs ne seront pas meilleurs que nous? Vous n'avez pas eu cette frousse-là? Moi particulièrement, c'était pas la première fois. Donc, j'ai eu à participer à d'autres formations à l'étranger. Donc, je vais dire... je n'avais plus la phobie du noir, du blanc ou bien de... Mais je dis, à un moment, quand on se retrouve, de toutes les façons, que ce soit entre noirs ou bien entre blancs, on se demande toujours de quoi l'autre est capable. Donc, on ne manque pas de se poser la question, est-ce que je serai à la hauteur? Encore qu'il s'agit... d'une sélection, on a sélectionné les meilleurs. Bon, maintenant, on se pose la question en soi, est-ce que je mérite d'être là? Est-ce que je vais pouvoir défendre cette position qu'on m'a donnée ou bien donc, la question se pose. Mais très vite, on comprend que non, si les autres peuvent le faire, ça veut dire on peut aussi le faire indépendamment des origines. Et si on est là, si on a été sélectionné parmi 2300 candidats dans le monde, et qu'on se retrouve là dans un groupe de 90, ça veut dire quelque part, on a du mérite, on a du potentiel. Donc,
Et justement, vous avez dit que ce n'était pas la première fois, vous avez eu affaire à plusieurs pays et c'était toujours dans le domaine des formations ou des concours pareils. Vous avez eu à côtoyer d'autres femmes d'Afrique, d'Amérique et peut-être d'autres. Si on demandait de faire la comparaison, est-ce que les autres femmes s'impliquent plus dans le domaine technologique que les femmes africaines? Non, je dirais même non, c'est le contraire parce que du fait qu'elles ont connu ça depuis longtemps ou bien elles se sont engagées là-dedans avant nous, peut-être elles ont perdu l'engouement. Mais nous autres Africains, nous avons encore cet engouement du débutant. Donc, on est engagé, on a quelque chose à prouver. Donc, je crois que de ce que j'ai vu, la femme africaine dans la technologie est très engagée, est très impliquée. Donc, elle est très impliquée par rapport même à d'autres. Ok, d'accord. Et justement, vous avez participé à Tech Women. Vous êtes rentré au Cameroun et vous avez pu créer, c'est quoi? WenTech. Il s'agit de quoi, WenTech? WenTech veut dire Women in Engineering and Technology. Donc, la femme dans l'ingénierie et la technologie. En fait, j'ai créé WenTech avant d'aller aux États-Unis. WenTech, je l'ai créé en 2015. Oui, je l'ai créé en 2015. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, j'étais victime de certaines expressions. Dès lors que je me présentais mon background et c'était un wow qui sortait ou un ouf, comment tu fais, comment tu te retrouves là. Donc c'était quelque chose, les gens étaient toujours surpris de voir une femme qui fait les sciences de l'ingénieur, qui fait l'électrotechnique et tout ça. Et puis je me suis dit, mais s'il y a plusieurs filles qui s'impliquent, qui s'engagent dans cette voie-là, en fait, cette expression-là va changer. Ce sera quelque chose de normal. C'est-à-dire quand une fille va dire « je suis électromécanicien » ou bien « je suis électrotechnicien », il n'y aura plus le « wow », mais on va dire « ah ». Donc, partant de ça, de cette idée, on dit, OK, il faut que je crée donc une association qui va réunir déjà les femmes qui ont fait les sciences de l'ingénieur. Et ces femmes-là se chargeront d'être des ambassadrices et d'encourager les autres filles à s'impliquer. Parce que, comme on dit dans les sciences de l'éducation, l'autorité du modèle est très importante. Donc, si une jeune fille voit une autre femme qui a réussi dans le domaine, elle va peut-être chercher à aller dans le même sens parce qu'elle aura compris que la femme peut le faire et réussir. Et maintenant, quels sont les objectifs peut-être à long terme, disons à court et à long terme de WenTech, puisque c'est une jeune association? Quels sont ses objectifs? Oui, déjà... les objectifs de WenTech sont très simples. On voudrait inspirer c'est-à-dire être une association au devant de la scène qui inspire les jeunes filles à s'engager dans les sciences et qui les accompagne. C'est-à-dire dans les sciences de l'ingénieur. Les accompagner comment? Par exemple, nous avons fait ce premier séminaire déjà pour montrer aux filles que voilà, les sciences de l'ingénieur, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas quelque chose de difficile. Donc, on peut le faire tout simplement en 2 jours. On peut apprendre à faire quelque chose en sciences de l'ingénieur. Donc, vous pouvez le faire. Donc, nous voudrons déjà nous placer au devant de la scène comme une association qui inspire, comme une association qui encourage, qui accompagne. Oui. Donc, accompagner dans la formation, accompagner dans l'insertion et ainsi de suite. Parce que on voudrait qu'il y ait les filles... une parenthèse avant de continuer. Quand on regarde le GICAM, on se rend compte qu'il n'y a pas une représentation féminine. Il y a peut-être, je crois, 2 femmes au GICAM, 2 ou 3, je ne sais pas trop. 2 ou 3 femmes. Mais par contre, quand on regarde le secteur informel, on se rend compte qu'il y a plus de femmes. Or, maintenant, si ces femmes-là s'engagent dans les sciences de l'ingénieur, je suis sûre d'une chose, c'est que
Au GICAM, d'ici quelques années, on va plus retrouver seulement 2 femmes, on va plus retrouver 3 femmes, mais on va retrouver un certain nombre de femmes. Pourquoi? Parce que on parle aujourd'hui, nous parlons du développement. On veut développer le Cameroun. Si on veut développer le Cameroun, il faut penser aux sciences de l'ingénieur. Parce que l'industrialisation passe par ces sciences. Ces sciences, oui. Voilà. Et donc, si nous avons un grand nombre de femmes qui s'engagent dans les sciences de l'ingénieur, on est sûr que ces femmes-là, plus tard, vont créer des entreprises dans l'industrie, dans la technologie. Et c'est des entreprises, c'est des secteurs qui génèrent énormément de l'argent. Dans ces secteurs-là, pour très peu, on va générer des ressources, on va générer beaucoup d'argent. Donc, voilà. Et qu'est-ce que justifie donc, selon vous? Vous avez créé Wentech avant d'aller aux États-Unis, ce qui fait que c'était déjà le projet, c'est-à-dire le besoin de voir des femmes émerger dans le domaine était déjà là. Mais qu'est-ce qui, au-delà de la phobie de débutante contre les femmes, qu'est-ce qui pourrait justifier cette crainte ou alors ce frein à l'adhésion des femmes dans ce domaine-là, précisément? Je crois que c'est la société. Donc, c'est la société. Pourquoi? Parce que déjà, si vous rentrez uniquement dans votre petite famille, vous allez vous rendre compte que les gens ont accumulé les tares. Et on se dit, la femme n'est pas faite pour les sciences de l'ingénieur. Et les paroles ont une puissance. Et on va se rendre compte que le frein est psychologique. C'est-à-dire, la plus grande raison qui empêche ces filles de s'engager est psychologique. Parce que déjà, on est, depuis le bas âge, on les fait comprendre qu'elles vont faire médecine. Oui, et puis, parfois, elles ne sont même pas maîtres de leur propre... maîtres des décisions, oui, comprend, par rapport à les décisions de carrière qu'on va prendre. Le parent va dire, comme tu es une femme, tu vas faire telle filière, comme... indépendamment du fait qu'elle a du potentiel ou pas. Bon, dès lors qu'elle est femme, la société, on l'a classée. On sait qu'il y a des métiers qui sont réservés pour elle et d'autres pour les hommes. Je prends la petite histoire. Une fois, j'étais à la Sonnelle, à AES Sonnelle. J'étais sur le transformateur, j'étais en train de faire la maintenance sur un grand poste de transformation. Et puis, il y a un monsieur qui est venu, il s'est placé là, il a regardé. Après, il a dit non, c'est pas une femme. Il dit c'est pas une femme. Et il a insisté. Il y a un débat qui a commencé là avec certains personnels de AES. On dit c'est pas une femme. Il dit non. Jusqu'à ce que je descende, il est resté là, il n'est plus parti, jusqu'à ce que je descende. Et il me demande, tu es sûr que tu es une femme? Je dis, mais je suis une femme. Il dit, et tu fais des métiers comme ça? Et jusque-là, il me disait, c'est le jour où il me verra tourner le couscous, oui, il acceptera que je suis une femme. Vous voyez, c'est des choses. Et puis, oui, ça marque. Imaginez une jeune fille qui passe à côté et puis sur un discours pareil, il va se dire, mais si c'est pour qu'on me confonde à un homme, moi, je ne vais pas le faire. Tout à fait. Oui, ça marque. Donc, je me dis, la raison... pour laquelle ces filles-là se refusent de faire les sciences de l'ingénieur, elle est plus psychologique. Parce qu'elles sont marquées par la pensée de la société. Ok, d'accord. Oui. Mais en passant, quand même, vous tournez bien ce couscous? Moi, je tourne le couscous, il n'y a pas de souci. Quand c'est le moment de tourner le couscous, je le fais. Ok, d'accord. Alors, je vais dire à tous nos téléspectateurs qui nous suivent là depuis de nous faire uniquement des SMS, pas d'appels téléphoniques. Et nous allons prendre ces quelques messages. Moi, c'est Kabaya depuis Ngaoundéré. Quant à moi, je trouve que la femme africaine est comme l'homme africain. Elle doit et peut faire partie de la technologie parce qu'elle est aussi un être humain. Je ne trouve pas un problème à cela. Il y a également... Bonsoir, moi c'est Nguimatia Christelle. Je suis étudiante à l'université de Yaoundé 1 en géographie niveau 1 et j'aimerais savoir si je peux participer et m'engager dans votre association Wentech.
Bien sûr, elle est la bienvenue. Parce que nous voudrions même, j'ai oublié de dire tout à l'heure, on voudrait même aider les femmes qui ont déjà choisi même à se reconvertir, pourquoi pas. C'est chez nous qu'on pense qu'à un moment, c'est-à-dire à un certain âge, ou bien quand on s'est déjà engagé, on ne peut plus faire marche arrière. C'est faux. Moi, j'ai vu en Corée du Sud, les gens qui, après avoir pris leur retraite, apprennent d'autres métiers. Donc, se reconvertissent pour faire autre chose. Donc, Christelle, tu es la bienvenue si tu te décides à t'engager. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Ok, d'accord. Et nous allons donc prendre ce reportage. Il est dit à l'entrée que vous avez notamment tenu un séminaire de formation. C'était ici à Douala pour 100 jeunes filles en technologie. Le séminaire, c'était sur la programmation et la robotique. Voilà, nous allons prendre ce reportage de Medouké Forlan et nous allons nous retrouver juste après. It is often believed that some professions are reserved only for men. One of such is the engineering sector, where a greater number of people are men, but times seem to be changing this mentality as many ladies have been daring into it these days. This is one of such training exercise that seeks to bring out such potentials in these young ladies in a 3-day workshop that kicked off this morning at the Advanced Vocational Training Center here in Douala, organized by Women in Engineering and Technology, WIMTech, plus other partners. It is hope to bring out some of these potentials in them. And the importance of this workshop is to empower women to engage themselves in engineering, sciences and technology, because in our society people still thinking that some jobs are reserved for men and those for women. We want to change that mentality and help women to realize that they have potential to practice engineering, sciences or technology. Though it was quite a scanty hall due to some obstacles, they believe this maiden edition is a success. We expect that after this 3-week workshop, many women will engage in the engineering. They can change their specialty and engage themselves in engineering sciences, especially an electrical engineer or robotics, because we know that robotics is not mostly used in our context, but it's the future. The impact of this training can be seen on these participants after a few hours of receiving lectures. Thing that I don't know, thing that I am seeing for the first time, to be able to discover more and more. First of all, because I'm doing maintenance of computers, so it's a best opportunity for me to discover another side of technology and to be used to. If Cameroon is preparing for emergence, then technology should be given its place. Alors, c'était dans le séminaire de formation en programmation et robotique tenu ici à Douala, capitale économique camerounaise. Un séminaire de 3 jours et c'était la première édition. Alors, quel était le but du séminaire? Déjà, le but du séminaire, c'était d'inspirer les jeunes filles, de leur montrer la technologie de manière ludique. C'est-à-dire qu'on apprend, même en jouant, puisque réellement dit, c'était pas quelque chose, c'était pas mystifié. Oui. Donc, en 3 jours, elles ont été capables de programmer en un langage qu'elles ne connaissaient pas et de faire, d'allumer des LED, de faire bouger un robot, ainsi de suite. Donc, en fait, vu de cette façon, ils ont compris, parce que je voyais souvent, les exclamations, ouf, j'ai réussi. Et ça les a permis de comprendre que, en fait, ce qu'elles croyaient inaccessible était pourtant possible, très facile. Donc, c'était le but. Le but, c'était déjà de les montrer que vous pouvez, de les inspirer, de les présenter cet univers-là de manière ludique. C'était ça. Et justement, vous avez le séminaire s'est tenu pendant 3 jours. Et après ces 3 jours, vous vous dites que
disons, le but visé, il a été atteint ou pas du tout? Non, pour moi, ça a été une réussite parce que effectivement, quand j'organisais ce séminaire, je ne m'attendais pas à ça. Et surtout, le retour, parce que ce n'est pas l'effectif qui compte, mais c'est... c'est-à-dire, au final, qu'est-ce que les participants ont reçu, c'est ce retour-là qui est important. Donc, j'ai prévu les kits, en fait, pour 100 filles. Je n'ai pas eu 100 filles, c'est-à-dire, parce que déjà, la période n'était pas bien choisie. Il y avait les cours et tout ça. Mais celles qui ont participé m'ont rendu très fière et ça m'a tellement encouragée parce que le retour est très... C'est pas... Vous voyez, c'est tellement flatteur, c'est tellement de voir après un séminaire comme ça, oui. Un participant qui vous dit franchement, je vais m'engager là-dessus, je vais faire. Et d'autres qui disent vraiment vous êtes mon modèle, c'est comme ça que je vais. C'est tellement, c'est quelque chose qui, ça m'a permis de comprendre que non, ça valait le coup. Oui. Oui, il fallait le faire. Et donc, pour moi, ça a été une réussite. Et pour ce séminaire que nous voyons d'ailleurs là en image, il y a eu beaucoup de jeunes filles musulmanes. Et qu'est-ce que cela a suscité en vous? Voir plusieurs musulmanes s'engager dans cela? Justement, ça a été... je sais pas, c'est quelque chose... c'est la première chose qui m'a marquée. Parce que généralement, dans notre société, on pense toujours que ce sont les plus excentriques. C'est-à-dire, on dit non, les musulmans. Mais curieusement, pour ce séminaire, il y a eu plus de musulmanes que d'autres filles. Elles étaient très engagées. Et je me suis posé la question, pourquoi? C'est-à-dire, la question que vous me posez aujourd'hui, je me suis posée et je leur ai posé la question. Oui. Et elles m'ont répondu, elles veulent que les choses changent. C'est-à-dire, elles veulent montrer qu'elles aussi peuvent faire autre chose que ce qu'on a toujours pensé d'elles. Donc, elles veulent faire la différence, quoi. Et il y a une qui m'a carrément dit, je suis l'ambassadrice de Wentec. Donc maintenant, je vais aller autour de... Okay. C'était tellement émouvant, c'était bien. Ok, d'accord. Et au sorti de ce séminaire, justement, elles étaient nombreuses, les filles musulmanes, à participer à ce séminaire. Quel était leur sentiment en tant que musulman? Parce qu'on pouvait se dire une sudiste, une non-musulmane pouvait dire oui, je m'engage, ça c'est plus facile. Différent des musulmans, quel était le sentiment? Le sentiment, c'était... elles étaient... déjà qu'elles ont accueilli le séminaire, elles ont très bien accueilli le séminaire. Et à la fin du séminaire, je me rappelle, leur réaction, c'était le prochain séminaire, c'est pour quand? Oui, et elles m'ont dit, il faut créer le groupe parce que nous vont être les premiers, c'est-à-dire les prochaines sessions, on voudrait être informés et puis faire savoir à notre entourage. Donc, ça veut être, ils ont compris, et le sentiment, c'est un sentiment tellement positif. Donc, ils se disent que non, c'est la voie qu'on doit choisir, c'est par là qu'on doit passer, et ainsi de suite. Donc, vraiment, les musulmans ont été très réceptifs par rapport à ce séminaire. Je ne m'attendais pas à ça. Ok. Ouais. Alors, nous allons prendre ces quelques messages. Un message toujours de Christelle qui dit « Et je vous admire beaucoup. Je croyais plus que les femmes pouvaient faire dans la technologie, car la société et nos entourages nous ont toujours fait croire que la femme devrait être secrétaire ou maîtresse. Or, on peut... et vous nous montrez qu'on ne doit pas avoir peur. Merci beaucoup. Vous êtes un exemple pour moi. Christelle, bien sûr, qui demande également si vous pouvez donner l'adresse où est-ce qu'elle peut se rendre pour intégrer Wentec. OK. Déjà, Christelle, merci pour les encouragements et je vais profiter pour dire rien ne doit t'arrêter. Si tu veux t'engager dans les sciences de l'ingénieur, rien ne doit t'arrêter, ni personne. Il n'y a pas de limite. La seule chose qui nous limite, c'est notre pensée. Donc, dès lors qu'on s'est fixé cette limite-là dans la tête, on ne peut pas la franchir, on ne peut pas dépasser. Mais si vous dites, vous êtes capable, vous avez des capacités pour faire les sciences de l'ingénieur, la technologie, il ne se fait pas tard, tu t'engages et je suis là pour soutenir cela. Soutenir la main. Donc, pour ce qui est de l'adresse,
À Douala, à BP Cité. Donc, vous arrivez à BP Cité juste après la pharmacie Dombati. Dombati. Donc, c'est juste collé. Le site est juste collé à la pharmacie Dombati. Donc, vous arrivez là-bas, vous allez trouver. Je peux laisser aussi le contact à la fin. Ok, d'accord. Voilà. Il y a un diplôme pour être éligible à Wintec et c'est exclusivement les femmes qui sont éligibles. Je crois que c'est un homme qui le demande. Ok. Non, vous avez vu dans le reportage, il y avait un homme qui formait aussi. Donc, ce n'est pas un environnement, on n'exclut pas les hommes. Les hommes doivent apporter leur pierre parce que si nous voulons vraiment que ça marche, il faut qu'on travaille avec les hommes. Parce que si un homme n'est pas pour que la femme fasse les sciences de l'ingénieur, oui, on sera buté parce que nous sommes appelés à vivre avec les hommes. Donc, il faudrait que l'homme intègre aussi le fait que la femme peut faire les sciences de l'ingénieur, doit même faire les sciences de l'ingénieur. Donc, nous travaillons avec les hommes, mais des hommes qui ont cette ouverture d'esprit. Et justement, vous aviez dit qu'il y avait justement un homme qui était là pour la formation et il parlait précisément du module Arduino. Et avant de parler de ce module, en bref seulement parce qu'il a beaucoup expliqué, je nous propose de prendre justement cet élément où il explique vraiment qu'est-ce que c'est ce Arduino pour que vous puissiez aussi également comprendre. Tout de suite et maintenant. Nous avons procédé à une présentation de la carte Arduino. Arduino est une carte très répandue et très connue des étudiants. Et il était aussi question quelque part de montrer les biens fondés ou les applications qui peuvent être réalisées en partant de cette carte. Donc c'est une carte qui est utilisée énormément dans le domaine de l'informatique industrielle, beaucoup plus pour le prototypage des applications. On veut essayer de prouver un concept, alors on essaye de mettre en œuvre un algorithme et de vérifier par un certain nombre d'éléments externes que notre concept fonctionne. Donc ça peut intervenir dans le cadre où on essaye d'évaluer une proposition à moindre coût et conduit même à l'accès à des financements dans le cas où on veut être financé pour réaliser en grande quantité un produit. D'accord. Et Arduino intervient donc puisque la carte peut coûter autour de 10 000 francs CFA et quelques 24 € si on est de l'autre côté. Donc à ce niveau, on peut rapidement mettre en œuvre le concept puisque l'environnement de développement informatique est gratuit. Arduino dispose aussi d'outils auxiliaires pour essayer de valider ou d'évaluer de plus en profondeur un concept. Donc c'est là tout le bien fondé de cet outil. Comme tout équipement technologique, il a ses limites. Mais déjà dans un cadre d'apprentissage, disons si on prend les premières, les deuxièmes, à la limite les troisièmes années, il peut servir pour enseigner. Et dans un cadre de prototypage d'application bas de gamme, il peut servir aussi dans ce cadre-là, puisqu'il dispose d'énormes capacités qui ont servi par le passé à concevoir des ordinateurs. C'était l'explication de cette carte Arduino et vous l'aurez compris qui peut servir à beaucoup de choses. Et vous pensez que les séminaristes, disons-le comme ça, elles ont un peu assimilé ce que c'est? Oui, justement, elles ont assimilé parce que à l'école, pour ceux qui font informatique ou bien les génies, en tout cas le génie en général, on enseigne les microcontrôleurs, c'est-à-dire comment programmer les microcontrôleurs. Mais c'est assez compliqué. C'est-à-dire, rarement les étudiants assimilent ça et puis d'autres, mais après l'école n'en parle plus. Mais cette carte, l'avantage qu'elle a, c'est quoi? C'est que là, il y a un microcontrôleur justement. C'est une carte à microcontrôleur. Mais tout est déjà facilité. C'est-à-dire, l'adressage et tout ça, le paramétrage qu'on fait avec le microcontrôleur simple, là, on a déjà tout fait. Ça veut dire,
Dans la programmation, tu indiques tout simplement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire quel type de signal on doit envoyer à telle broche ou à telle autre, et puis on prélève, c'est tout. Donc, c'est une carte assez simple. L'utilisation est très simple. Donc, même en une demi-journée, pour quelqu'un qui a déjà les bases en informatique, oui, c'est simple. Tu peux programmer la carte Arduino. Donc, c'est pas compliqué. Ok, d'accord. Alors, nous avons Chamfor Ngeti qui dit, qui voulait tous ces encouragements pour votre projet. Il dit, je suis d'accord avec vos pensées. Merci, Chamfort. Voilà, il y a un message qui n'est pas signé, c'est un monsieur qui nous dit, la technologie, c'est pour les hommes. Voilà, et justement, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas le condamner, je vais dire, bon, d'où il vient, sûrement, on lui a dit ça, il ne fait que répéter ce qu'il a compris. Mais je crois qu'il est temps qu'on pense autrement. Autrement, oui. Oui, parce que dire la technologie, c'est pour les hommes. Je vais lui rappeler, s'il ne sait pas, que le premier ordinateur, les femmes qui ont développé les algorithmes, c'était une femme, une américaine, celle qui a développé l'algorithme pour les premiers ordinateurs. Il faudrait changer de mentalité. Oui, il faut changer de mentalité. Et si vous prenez en compte du fait que rien que la population camerounaise constitue de 51% de femmes, alors vous ne pouvez pas, si vous dites la technologie est réservée pour les hommes, ça veut dire qu'on va pour un Cameroun qui ne va pas se développer. Parce qu'on se développe avec la technologie. Et les autres pays l'ont prouvé. Tous ces pays qu'on dit développés aujourd'hui, ce sont des pays qui ont la haute technologie, qui ont une industrie assez développée. Et c'est donc le moment de changer les mentalités. Comme vous l'aviez dit, changer les mentalités en tout ce qui concerne les femmes. Dit qu'elles peuvent également réfléchir. Tout à fait. Voilà, un peu comme Adam Bakonare qui disait également qu'il faudrait changer de mentalité pour ce qui est de l'Afrique. Parce qu'on disait que l'Afrique est un continent inerte à la pensée. Et elle disait non, les Africains sont ceux qui savent penser. Alors, portrait historique dans cette édition de l'ADN de l'Histoire où nous mettons en avant l'esprit de l'Afrique. C'est le portrait historique de Adam Bakonare. Tout de suite. Passé les réactions vives qu'a suscité chez les Africains le discours de Nicolas Sarkozy prononcé à Dakar le 26 juillet 2007, ses déclarations sur l'immobilisme du continent africain ou encore la non-responsabilité de la France dans ses problèmes actuels nécessitaient une riposte argumentée, dépouillée de toute considération émotive. C'est dans le but d'éclairer le président Sarkozy et plus généralement le plus grand public sur la réalité de l'histoire africaine qu'Adam Bakonare a lancé en septembre 2007 un appel remarqué à la communauté des historiens. Cet ouvrage est le résultat de cette mobilisation. 25 contributions de spécialistes de notoriété internationale ou de plus jeunes chercheurs africains qui abordent chacun avec rigueur ou pan de l'histoire riche, complexe et trop souvent méconnue du continent. La construction à la fois chronologique et thématique de l'ouvrage permet de réfuter, point par point, les pensifs hérités de l'ethnologie coloniale et de changer le regard porté sur l'Afrique. Cette riposte n'est pas une affaire d'Africains blessés dans leur dignité, mais une entreprise d'historiens, ceux du Nord comme du Sud, soucieux de rétablir la vérité des faits contre toutes les tentatives de manipulation. Née au Mali, Adam Bakonare est historienne, intellectuelle et féministe. Titulaire d'un doctorat en histoire, elle a enseigné de 1976 à 1992 à l'École normale supérieure de Bamako, où elle a dirigé le département d'études et de recherche d'histoire-géographie de 1981 à 1984. Elle a été inspecteur général en 1992, année de l'élection démocratique de son mari, Alpha Omar Konaré, à la présidence du Mali. Pendant ces 10 années, comme première dame du Mali, elle a participé au développement du mouvement démocratique malien. Sur cette expérience, elle a écrit un ouvrage profond et drôle, L'os de la parole,
Cosmologie du pouvoir, présence africaine en 2000. Elle a publié de nombreux ouvrages et articles, en particulier sur la femme au Mali, dictionnaire des femmes célèbres du Mali, ou encore des documents historiques, les grandes dates du Mali. Son dernier livre, Parfum du Mali, édition Cori 2001, est dédié aux femmes de son pays. Son dernier roman, Quand l'ail se frotte à l'encens, est paru aux éditions Présence africaine en 2006. Elle a dirigé l'ouvrage Petit Précis de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du président Sarkozy, publié en 2008 aux éditions La Découverte. Elle a créé un musée de la femme à Bamako. Ses principaux combats sont la lutte contre l'exclusion et l'aide aux déshérités à travers la fondation Partage qu'elle a créée et qu'elle dirige. Parmi ses ouvrages, Petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du président Sarkozy 2008. Parfum au Mali, dans le sillage du Ouzoulan en 2001. L'os de la parole, Cosmologie du pouvoir en 2000. Ces mots que je partage en 1998. Dictionnaire des femmes célèbres du Mali 1998. L'épopée de Ségou d'Amonzon en pouvoir guerrier en 1987. Grande date du Mali en collaboration avec Alpha Omar Konaré en 1983 et Soundiata, fondateur de l'Empire du Mali en 1983. Soni Alibert, étude nigérienne numéro 40 en 1977. C'était là le portrait historique de Adam Ba Konaré. Vous l'aurez compris, cette première dame qui riposte au président Sarkozy pour lui dire « l'Afrique n'est pas du tout inerte à la pensée ». C'est ce qu'on appelle en histoire un fait historique. Donc ça reste dans l'histoire. Tout comme ce que vous avez fait à la Silicon Valley demeure un fait historique. Alors, je prends ce message également de Kabaya Outeke Abdoulaye qui dit « Et si l'homme est éligible, comment moi je suis en Ngaoundéré étudiant à l'université de Ngaoundéré Histoire niveau 2. Je fais comment pour vous rejoindre? Dois-je me déplacer où il y a un centre ici à Ngaoundéré? Pour l'instant, nous sommes basés uniquement à Douala, mais il y a ce que nous appelons les points focaux. Donc, vous pouvez être un point focal à Ngaoundéré. Donc, ça veut dire qu'il y a des animations qu'on peut faire, oui, des séminaires qu'on peut organiser en Ngaoundéré. Et nous pouvons nous déplacer. Et là, étant le point focal en Ngaoundéré, donc si on prévoit d'organiser un séminaire en Ngaoundéré, vous vous chargez de vulgariser, oui, justement. Ok, d'accord. Alors, la place, du moins, la femme africaine dans la technologie. Au cours de ce séminaire, le deuxième module portait sur la robotique. Et vous avez parlé de robotique. La robotique, quel intérêt? Et il s'agit d'abord de quoi, la robotique? Ok, la robotique, c'est la science, c'est une science qui étudie les robots et c'est un carrefour. En fait, c'est le carrefour des sciences. Le carrefour où se retrouve l'informatique, l'électronique, la mécanique et même l'électrotechnique. Parce que, je m'explique, l'informatique, pourquoi? Parce qu'on doit programmer un robot. On écrit des algorithmes pour commander un robot. L'électronique, pourquoi? Parce qu'il y a des cartes. Les cartes de commande qui permettent de contrôler le robot, c'est des cartes électroniques. Donc, il faut comprendre s'il y a des capteurs. Il y a des capteurs puisque le robot interagit avec son milieu, son environnement. Donc, il va interagir à l'aide des capteurs. Ce sont des composants électroniques, donc il faut les maîtriser. Il y a maintenant la mécanique, c'est-à-dire le corps. Le robot, c'est un objet mécanique, c'est un mécanisme qui est... je ne sais pas, c'est des objets mécaniques qui sont fabriqués. Par exemple, si vous prenez un actionneur, un moteur, voyez, à l'intérieur, les pièces du moteur, c'est des objets mécaniques. Donc, il faut... c'est pour ça. Maintenant, on prend ce même moteur. Le moteur, si, déjà, de par son fonctionnement, c'est l'électrotechnique parce que il faut, je ne sais pas, faire la commande du moteur et ainsi de suite. Et, en fait, c'est un carrefour où se retrouvent beaucoup de ces sciences-là.
Et s'il est vrai qu'à un moment donné, ça dit plus on avance, plus les frontières entre ces sciences-là disparaissent. Donc on va comprendre pourquoi la robotique... Et dans une société comme la nôtre actuellement, la robotique, elle sert à quoi? La robotique, je dis, comme je le dis toujours, c'est la science de l'avenir. Pour un Cameroun qui veut se mesurer aux autres pays industrialisés, alors on se doit de s'arrimer à la robotique. Pourquoi? Parce que si pour une productivité, pour une grande productivité, pour un bon rendement, les entreprises ont besoin des robots. Parce que l'homme ne peut pas, on ne peut pas miser sur l'homme pour faire, parce que l'homme, lui, se fatigue. L'homme ne peut pas travailler 24 sur 24, déjà un. De deux, il y a des tâches que l'homme ne peut pas faire. Il y a ce qu'on va appeler l'environnement, le milieu, l'environnement hostile. Oui. Par exemple, si vous êtes à 2000 degrés, vous n'allez pas envoyer un homme pour faire, je ne sais pas, des manipulations à 2000 degrés. Donc, on a besoin des robots. S'il faut faire des tâches répétitives, sans erreur, avec précision, vous ne pouvez pas envoyer un homme pour le faire. Pour le faire, oui. Oui, si nous prenons aussi le domaine de la médecine. Aujourd'hui, on fait la médecine assistée, c'est-à-dire la chirurgie assistée. Les médecins sont assistés des robots parce qu'il y a des chirurgies qui nécessitent une très grande précision. Or, l'homme ne peut pas, l'œil humain n'est pas assez précis. Donc, on a besoin des robots pour le faire. C'est la raison pour laquelle nous devons commencer à nous mettre, à nous aligner. Est-ce que ce n'est pas un danger pour l'Afrique? Parce que je parle de l'Afrique, pourquoi? On sait qu'au Cameroun, par exemple, il y a un grand problème d'emploi. Oui. Ici, il faut intégrer les robots. Est-ce que finalement, on ne va pas mettre les travailleurs, les hommes de côté pour utiliser les robots? C'est vrai, vous faites bien de poser la question, mais je ne pense pas. Puisque déjà, si on produit les robots, ça doit créer aussi les emplois. Si on regarde seulement ça. Mais le robot ne peut pas remplacer l'homme partout. Là où on a besoin de rendement, aujourd'hui, on a signé les accords de partenariat économique. Oui. Ça veut dire qu'on veut concurrencer les autres. Mais si on veut, soit on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Donc, si on veut rivaliser les autres, on doit faire ce qu'il faut pour les rivaliser. Mais parlant maintenant de la sauvegarde de l'emploi, je ne pense pas que s'arrimer à la robotique soit une menace. Parce qu'il est question déjà de comprendre cette science-là. Maintenant, si on a déjà les outils, si on est déjà capable d'implémenter la robotique dans nos entreprises, on peut maintenant réfléchir sur la problématique de comment est-ce qu'on sauvegarde les emplois. Je crois que pour le moment, la question ne se pose pas. Oui. Parce qu'il est question déjà de s'approprier la science. Parce que celui qui a la science, il a le pouvoir. Oui. Donc, il est question déjà de s'approprier cette science-là, d'être au même niveau d'information et au même niveau de formation que les autres. Maintenant, après, on peut se dire, OK, qu'est-ce que cela représente en termes mais je dis, c'est même un domaine qui est générateur d'emplois. C'est un domaine qui doit être exploré. Parce que si on a besoin d'un roboticien en Côte d'Ivoire, et que le Cameroun, voilà si un Camerounais est formé, il peut aller en Côte d'Ivoire travailler. Si on a besoin d'un roboticien en Europe, si un Camerounais a les capacités pour le faire, il va le trouver. Donc on ne se forme plus seulement pour le Cameroun, mais on se forme à l'échelle, pour travailler à l'échelle planétaire. Voilà. Ok, d'accord. Et les jeunes filles qui ont participé à ce séminaire, on parle de la jeune femme ou de la femme africaine dans la technologie. La robotique, elle s'implique dans la robotique. Qu'est-ce que la robotique lui apporte? Et quel sera son intérêt à s'impliquer dans cette science? L'intérêt, déjà, comme je l'ai dit, elle travaille si elle se rend compte que la robotique la passionne, comme elle me passionne moi. Je suis électrotechnicien, mais j'étais passionnée par la robotique. Je me suis mise à l'auto-formation. Donc, ce que j'enseigne aujourd'hui aux gens, je ne l'ai jamais appris en une école. Donc, je me suis formée en robotique. Et puis, par passion. Et parce que je vois ce que ça représente pour demain. Je vois ce que ça représente.
la jeune fille qui s'engage, peut-être qui a suivi le séminaire de l'autre jour, si elle voit qu'elle est passionnée par la robotique, elle peut faire de ça son métier. Ça veut dire, elle peut maintenant se former. Il y a la faculté du génie industriel où il y a une spécialité, une filière, un département robotique. Elle peut aller là-bas faire sa formation en robotique. Elle soit ingénieure en robotique. Maintenant, elle va créer, vous voyez, des petits robots comme ce que nous montrons dans le reportage là. Ce robot a été conçu par les étudiants de l'école polytechnique de Lausanne. Et eux, on vend une pièce comme ça à 200 €, vous imaginez? Et c'est un robot éducatif, donc on l'utilise dans le milieu éducatif. C'est tellement vendu dans le monde. Vous voyez que les étudiants, ils ont conçu un système qui fonctionne, qu'on utilise maintenant pour former les enfants. Donc ces jeunes filles qui ont suivi le séminaire, si elles décident de devenir roboticiennes, elles peuvent se former et plus tard maintenant, elles décident de créer une entreprise qui fait dans ce genre de choses parce que nous sommes obligés, on va acheter. C'est vrai que nous-mêmes, il y a des robots, comme vous voyez, des robots que nous avons fabriqués nous-mêmes. Mais les autres on achète ailleurs. Et s'il y avait des entreprises comme ça au Cameroun, capables de fabriquer ce genre de choses, on achèterait directement pour former nos enfants. Donc, c'est un peu ça. Et est-ce qu'on n'a pas peur qu'avec cette robotique, puisque vous dites le robot ne peut pas remplacer, donc est-ce qu'on n'a pas peur qu'au final, dans les années à venir, puisque vous savez, c'est la science de l'avenir, dans les années à venir, on ait des robots à la maison qui vont finalement préparer, qui vont finalement laver les habits Et finalement, ce sera la paresse à la maison, on ne va plus rien faire, les robots vont finalement tout faire. Une société robotisée. Non, c'est pas ça. Et puis, ça me fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'à un moment, le robot ne va pas chercher à dominer l'homme? Justement, par exemple. Le robot, c'est une intelligence artificielle. Donc, l'homme, il programme le robot. L'homme dit au robot ce qu'il doit faire. À la limite, si le programme s'efface, parce qu'il peut arriver que le programme soit corrompu, que le robot va à la limite ne plus faire ce qui est bien, ce qu'il devait faire. Mais pas que le robot va devenir le maître de l'homme, c'est pas possible. En tout cas, pour l'homme, c'est pas possible. Et maintenant, pour ce qui est du robot qui va remplacer l'être humain à la cuisine, machin, on est dans une société qui va à très grande vitesse, qui évolue très rapidement. Hier, on avait nos mamans qui n'avaient pour responsabilité que la cuisine, elles faisaient la cuisine. Aujourd'hui, chaque matin, si je prends l'exemple de Douala, tout le monde sort. La maman, elle est au marché pour chercher, et puis tout le monde sort. Donc finalement, parfois, c'est quand on rentre à la maison qu'on se met à dire, OK, qu'est-ce qu'on prépare? La maman, elle rentre du marché, elle se met à la cuisine, et puis les enfants rentrent de l'école, il n'y a pas à manger, il faut attendre que maman rentre. Donc en fait, ça, c'est des problèmes qu'il faut résoudre. Maintenant, puisqu'on est dans une société qui évolue à ce rythme-là, la question est quelles sont des solutions qu'on peut apporter pour que chacun se sente à l'aise? Parce que la femme, vous demandez à la femme aujourd'hui de rentrer à la maison, elle sera mal à l'aise. Comme Voltaire a dit, le travail est loin de nous, 3 grands mots. Donc, si on demande aujourd'hui à cette femme qui est déjà habituée à sortir de rentrer à la maison, certes, le travail, ce double travail, la fatigue. C'est-à-dire rentrer du marché, faire la cuisine et tout ça. Elle est fatiguée. Mais si vous lui demandez de rester seulement à la maison pour préparer, elle ne va pas vouloir. Parce que ce n'est pas seulement une question d'argent. Ce n'est pas seulement pour ça qu'elle sort. Elle sort parce qu'elle trouve en ça un certain épanouissement. Bon, maintenant, si on trouve que la solution, c'est un robot qui peut l'aider, le robot va l'aider dans ses tâches. N'oubliez pas qu'on met le robot, on demande au robot d'exécuter une tâche. Si vous ne lui demandez pas d'exécuter une tâche, le robot ne va rien faire. Donc, il y a un bouton de mise en marche. Et c'est après ça que le robot... Donc, si vous décidez de faire vous-même vos tâches ménagères, le robot va rester tranquille. Donc, c'est ça. D'accord. Dans l'ADN de l'histoire, également, pas que nous mettons en avant, nous regardons également le côté musical. La musique également, c'est la musique africaine. Et nous allons prendre cette musique africaine pour nous séparer. Mais avant, je permettais que je prenne ces quelques messages des téléspectateurs. Bonsoir, c'est Paul de Yaoundé. Je tire un chapeau à cette jeune ingénieure puisque j'ai une grande cousine ingénieure à mine. Juste, elle doit garder la place féminine. On s'est compris. On s'est compris. Ok. Vous avez entendu parler de Myriam Makeba?
Tout à fait. Non, c'est une figure de la musique. Tout à fait. Ouais. Et elle s'est battue également, elle s'est exilée, elle est revenue dans son pays. Comme vous vous battez pour que les femmes africaines s'investissent dans la technologie, elle s'est battue pour que la guerre, l'apartheid finisse dans son pays. Et nous allons prendre Myriam Akiba, qu'on a surnommée très affectueusement Mama Africa. La place de la femme africaine dans la technologie. Alors, quel est votre cri de cœur et surtout, que nous prévoit Wentec pour les années à venir? Oui, déjà, Wentec prévoit d'organiser plus de séminaires parce que la demande, elle est forte quand même. J'ai beaucoup de sollicitations, les gens qui veulent qu'on organise d'autres séminaires. Donc, Wentec projette d'organiser plusieurs séminaires dans ce sens-là. Et dans le sens aussi d'empower les jeunes filles, parce que très souvent, on se crée des limites soi-même. On se fixe des limites soi-même et on se dit on n'est pas capable. C'est pas vrai. Et si nous avons pensé aux plus jeunes parce que quand on parle de programmation, la programmation c'est un langage comme ce que nous sommes en train de parler, c'est comme le français. Mais maintenant, vous êtes d'accord avec moi que pour parler français, il faut commencer à la base. Donc, il faut recommencer petit à petit, finalement, pour devenir expert en langue française. Okay, ce qu'on n'a pas fait avec la programmation, on a laissé les enfants aller à l'école. Finalement, quand on arrive à l'université, on vous présente la programmation, les algorithmes, qui deviennent quelque chose de complexe. Alors, Wentec a pensé initier les enfants dès le bas âge, dès l'âge de 5 ans, au code, à la programmation. Donc, nous avons créé un centre de training after school pour les enfants.
Donc, c'est vrai qu'il n'y aura pas que les enfants, il y a aussi les grands qui voudraient se mettre à apprendre certaines de choses. Voilà. Donc on prend les enfants dès l'âge de 5 ans, on les initie à ce qu'on va appeler la programmation graphique et puis la programmation textuelle, ainsi de suite. Donc ça fait qu'on va augmenter le niveau de complexité au fur et à mesure et fait que quand l'enfant va arriver à l'université, ce sera plus quelque chose d'extraordinaire. Et puis le fait de se frotter à ces choses-là très jeunes va lui permettre de choisir, c'est-à-dire de prendre des décisions de carrière demain. Oui. Ça veut dire, si en faisant ça, on se rend compte que oui, ça me plaît, alors ça devient plus facile de dire, ok, je m'oriente en robotique, je m'oriente en électronique, je m'oriente en informatique, et ainsi de suite. Ok, d'accord. Voilà. Alors, la place de la femme dans la technologie, surtout la place de la femme africaine, c'était donc cela, la thématique principale de l'ADN de l'histoire. Et l'invité était bien sûr Béatrice Sofak, lauréate de Tech Women à la Silicon Valley, qui était donc l'invitée de l'ADN de l'histoire. Merci d'avoir répondu à cet appel. Merci Toby, je vous remercie sincèrement de m'avoir donné l'opportunité de présenter ceci à tous les Camerounais, les Camerounaises, parce que au final, l'assurance qu'on connaît, c'est quand on a donné. Tout à fait. Quand on a donné, c'est là où on peut dire... c'est ce qu'on dit souvent à l'église, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà, justement. L'ADN de l'histoire, l'esprit de l'Afrique. Merci d'avoir été avec nous à samedi 20h30. Votre moment et à jamais notre État libre et indépendant. C'est par la lutte qu'il a été conquis. La patrie ou la mort. En Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains.